Handicap, si on en parlait, présenté par Étienne Delaville. Bonjour. Pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir Géraldine, médiatrice à l'association Un chien à ma table. Bonjour Géraldine. Bonjour. Vous avez créé avec d'autres personnes en 2024 Un chien à ma table, association nantaise, Loire-Atlantique, d'aide à la personne assistée par l'animal et la culture. Donc tout le monde connaît l'équithérapie, l'aide par le chien ou d'autres animaux, vous nous expliquerez tout à l'heure, qui met en exergue les bienfaits des médiations animales et culturelles auprès des publics isolés et fragiles. Alors Géraldine, tout d'abord, comment est né Un chien à ma table ? Alors c'est né du désir d'aller vers les personnes vulnérables ou en situation de fragilité. Ça, c'était vraiment l'élan premier. Auparavant, avec la deuxième médiatrice de l'association, j'avais créé une librairie et on constatait quand même que dans cette librairie venaient des publics privilégiés, entre guillemets, c'est-à-dire qui trouvaient naturel d'aller vers une librairie, et on avait envie d'aller vers des publics qui n'iraient pas dans une librairie, qui étaient en difficulté dans leur vie pour différentes raisons. Donc ça a été ça l'élan premier, et deuxième argument, c'était l'intérêt pour les animaux et ce qu'ils peuvent nous apporter. Des publics qui n'osaient pas rentrer dans une librairie. Ou qui ne pouvaient pas. Oui, exactement. Essayer d'aller vers ces personnes qui ont des besoins essentiels, et d'essayer d'apporter quelque chose à ces personnes. Alors il me semble que vous avez un parcours très varié, parce que si j'ai bien regardé le site très complet de l'association, j'ai vu journalisme, donc librairie Les Bien-Aimés, enseignement dans des collèges auprès de publics qui ont des dysfonctionnements ou qui ont des troubles de l'attention. Alors enseignement, ça a duré 3 ans en effet. Le public n'était pas forcément toujours en difficulté d'apprentissage, mais une partie des élèves. C'était un petit collège, lycée, privé à Nantes qui s'appelle le Collège de Bretagne, que je trouve exceptionnel. Et là, j'ai enseigné l'éducation aux médias, à l'information auprès des collégiens. Et certains d'entre eux ont des difficultés d'apprentissage ou des difficultés liées à des situations en lien avec du harcèlement précédemment à l'école primaire, des choses comme ça. Et il y a, je trouve, dans ce collège-lycée, un travail d'accompagnement qui est de qualité. Et sinon, auparavant, en effet, journaliste radio, donc c'est plaisant d'être ici. Et puis la librairie Les Bien-Aimés que nous avons créée et animée pendant 9 années avec bonheur. Alors collège-lycée Anne de Bretagne Collège de Bretagne, Collège de Bretagne, ouais. Qui crée des élèves qui ont un cursus remarquable, puisque pour l'anecdote, la personne qui nous enregistre, vous l'avez croisée dans ce collège. C'est vrai, exactement. Alors, tout le monde connaît l'équithérapie, mais avec un chien, voire, si j'ai bien compris, d'autres animaux, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe ? Alors, il y a énormément de séances et de programmes variés avec les animaux. En fait, ce qu'on fait, ça dépend des objectifs que nous fixent les structures qui nous sollicitent. Les structures qui nous sollicitent, ça peut être par exemple un IME, Institut médico-éducatif, donc qui s'occupe d'enfants en situation de polyhandicap. Ça peut être des écoles qui nous demandent juste de l'initiation aux animaux sur la notion par exemple de consentement et de relations réciproques et respectueuses aux animaux. Ça peut être des EHPAD qui nous fixent comme objectif le travail cognitif, par exemple, le lien entre les personnes. Et selon ces objectifs différents, on mobilise des animaux différents et de telle ou telle façon. Donc, en effet, par exemple, sur des enfants d'IME, on va être plus sur le bon geste par rapport à l'animal. Ce ne sont pas toujours des enfants verbaux, donc le lien physique à l'animal est très important. Et il s'agit de les accompagner vers le bon geste, bien considérer l'animal, bien considérer l'altérité, arriver à se concentrer sur une petite bête vivante et comprendre ses besoins essentiels. Donc, ça va être forcément très différent de, par exemple, un programme qu'on a effectué récemment auprès d'une école primaire. L'objectif qu'on nous fixait, c'était d'essayer de travailler le sentiment d'empathie des élèves.
Pour ça, on a travaillé avec la chienne et on a travaillé aussi avec un outil culturel qui est la caméra. Donc on a fait un film avec les enfants. Ils ont fait un film en axant le travail sur les besoins essentiels de la chienne et de eux-mêmes. Besoins vraiment essentiels pour vivre, manger, boire, s'amuser, apprendre, dormir. Ils ont comparé tout ça. Ça a donné un film. Donc la chienne était un personnage du film. Et en même temps, elle était là aussi pour l'aspect réconfortant, qui est vraiment l'aspect premier de la médiation animale. La relation est réconfortante. Voilà. Donc il y avait différentes strates, vous voyez, d'objectifs et de moyens mis en place. Et dans ce programme, il y avait la chienne qui avait une place essentielle. Donc vous personnalisez finalement en fonction des difficultés du jeune ou de l'adulte. Il y a des spécificités entre, mettons, un chien, une poule. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, en effet, personnalisation, c'est le mot exact. On personnalise selon l'objectif qu'on nous fixe et selon le public qu'on a. La poule, on va travailler le cognitif, par exemple, par rapport à la poule. On va travailler tout ce qui est autour de la poule, la notion de volatile, les œufs, tout un tas de choses que du coup on va travailler sous forme de jeu ou de défi. Et puis la poule, par exemple, auprès des personnes âgées, c'est très intéressant parce qu'elles ont souvent vécu en ruralité, elles ont souvent eu des poules. Et elles ont souvent un historique à raconter. Là, par exemple, ça peut être l'occasion que chacun raconte un souvenir avec un animal. La poule peut être un prétexte. Et ensuite, avec un autre animal aussi, la personne peut raconter. Et comme ça, le lien se crée entre les personnes. Le lien aussi vers sa vie antérieure, vers ce qui a été bien dans sa jeunesse, dans son passé. L'occasion, voilà, de se mettre en avant de façon positive, d'exister par rapport au groupe et par rapport à soi. Ouais, donc effectivement, comme vous dites, au-delà de la poule, la personne d'un certain âge en milieu rural peut vraiment extérioriser ses difficultés et ses sentiments. Oui, et par exemple, même avec une poule, on n'imagine pas ça, mais même avec une poule, la plupart des bénéficiaires vers lesquels on va saisissent la poule, lui font des bisous. On a été surprise de ça, sont démonstratives avec la poule. Il n'y a pas vraiment de peur. D'ailleurs, on pensait qu'il y aurait une réserve par rapport aux poules, qui sont quand même des gros volatiles, qui peuvent battre des ailes, qui ont un bec qui peut faire peur, des yeux qui voient partout, qui tournent, qui voient partout. Et beaucoup de personnes âgées, notamment, saisissent la poule, la caressent, lui font des bisous. Donc on voit que ça leur fait du bien, comme si... presque comme si elles avaient un chat sur les genoux, en fait. Ce rapport de réconfort avec l'animal qui est non-verbal, donc qui n'est pas dans le jugement, où c'est juste un rapport physique et affectif qui se crée. Oui, parce que les caresses pour les chats ou les chiens, tout le monde connaît. Oui. Pour les poules, c'est moins connu quand même. Ça nous a surprise nous-mêmes, mais ça fonctionne aussi. Ouais. Et les autres animaux qu'on a sont des cochons d'Inde, où là, en effet, c'est beaucoup plus facile pour une personne de caresser le cochon d'Inde. C'est un petit être plutôt apeuré, donc il faut faire attention, bien sûr, à la psychologie et au bien-être de l'animal. Et d'ailleurs, ça, on en parle énormément à tous les bénéficiaires qu'on a, que ce soit des enfants, ados, personnes âgées. Il y a une bonne partie des activités qui sont tournées vers la personnalité de l'animal. Son historique, son récit, sa situation de famille, sa psychologie, ses sens, par exemple. Souvent, on voit les 5 sens, on les compare avec nos 5 sens. Comment ils voient, comment ils sentent, le toucher, ce genre de choses. Ça ouvre un peu les univers. Et pour nous, c'est important de zoomer sur l'animal qui, là, n'est pas seulement, on va dire vulgairement, un outil de travail, mais qui est aussi un outil d'attention, un objet d'attention. Et par rapport aux personnes qui interviennent, elles reçoivent une formation, je suppose. Oui, alors les médiatrices, pour l'instant, il y a 2 médiatrices qui sont formées. Il y a une formation pas loin d'ici, en Vendée, qui s'appelle Agathea, qui est de qualité, qui a le mérite d'être à la fois théorique et à la fois pratique. Et moi, j'ai fait une formation à Dijon, je suis allée jusqu'à Dijon, pour faire plutôt du terrain, c'est-à-dire aller dans des hôpitaux, auprès d'enfants malades, dans des EHPAD, auprès d'ados en difficulté, dans des situations un peu chaotiques. Voilà, plein de publics différents. L'idée étant de se frotter à l'exercice et de voir si on a les capacités, on a le désir de faire cette profession. Il y a des formations
Il y en a pas mal. Et c'est une profession qui est en train de se régulariser parce qu'il y a beaucoup de structures. Peut-être que toutes ne se valent pas, comme toutes les professions un peu naissantes. Donc là, je pense que c'est en train un petit peu de s'organiser. Et c'est bien. C'est bien pour les bénéficiaires que ça s'organise et qu'il y ait peut-être à l'avenir des formations obligatoires, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. En Dijon, c'est un excellent choix, étant à moitié bourguignon. Voilà, c'est j'ai très eu joli. l'occasion d'aller au CHU de Dijon. Donc je ne sais pas s'ils proposent cette formation. Mais... Alors au CHU de Dijon, je suis allée en effet auprès d'enfants malades, d'enfants qui avaient des cancers. Et les personnes que j'accompagnais ont emmené des lapins, des cochons d'Inde. Et ce sont du coup des animaux qui vivent dans un endroit particulier, aseptisé, où le ménage est fait de façon extrêmement rigoureuse parce que du coup, ces animaux vont dans une structure avec des personnes immunodéprimées. Donc, ils vivent dans des conditions particulières. Alors, si vous avez besoin de bénévoles, n'hésitez pas à lancer un appel à la radio et peut-être à donner l'adresse de votre site. Alors, en effet, le site internet, c'est www.unchiensamatable.org. www.unchiensamatable.org. Donc, la page d'accueil fonctionne un peu comme un blog. Donc, on voit les infos les plus fraîches, les dernières activités. Et ensuite, il y a en effet différentes pages, les membres du bureau, les animaux médiateurs. Il y a aussi une page sur des expériences heureuses ou malheureuses qu'on a pu avoir. Il y a une page sur nos ressources aussi. On est, en tant qu'ancienne libraire, on est attentive aux livres comme ressources. Souvent, on utilise des livres dans les activités. Ça me permet d'ailleurs de boucler sur une activité dont on a parlé ensemble tout à l'heure, que je mène au Collège de Bretagne. C'est un club de lecture avec la chienne. Et c'est sur la base du volontariat, sur le temps du midi, sur le temps de la récré. Une petite troupe de 5 élèves. Je pense qu'il n'en faut pas plus pour que l'activité soit de qualité. Vient pour lire un livre à voix haute. Tous les lundis, là, on lit un livre à voix haute. Donc, tous les 3-4 lundis, on a bouclé le livre. Et la chienne est là. Et en fait, la chienne, elle est en mode je me fais caresser. Et du coup, les enfants viennent volontairement, avec plaisir, faire une activité qui pourrait leur être un peu âpre. Parce que, par exemple, là, sur les élèves que j'ai à l'heure actuelle, sur le petit groupe, 4 d'entre eux sont dyslexiques sur 5. Donc la lecture pour une personne dyslexique, c'est un peu laborieux. Ça peut rimer avec quand même quelque chose de difficile. Donc le but de ce club, c'est que non, on oublie ça, on oublie la dyslexie, on oublie que ça peut un peu frotter sur les mots, et on caresse la chienne, et on parle de la chienne, et on a plein d'activités périphériques en lien avec la chienne, qui fait qu'ils viennent volontairement, alors qu'un club de lecture pure, je ne suis pas certaine d'avoir autant de personnes. Est-ce que vous avez des contacts une fois par an avec d'autres associations en France qui font les mêmes activités? Est-ce que vous échangez les bonnes pratiques? Non, on n'a pas ça, en effet. Alors, je pense que ça peut notamment se faire via les réseaux sociaux, et intentionnellement, on n'a pas de réseau social. Voilà, donc du coup, on n'est pas tellement en lien avec d'autres structures. C'est dommage parce que ce serait intéressant de faire un échange d'expériences en effet. Alors, on voit un petit peu ce que font les autres structures à droite à gauche, mais on n'a pas de lien direct. Ça, c'est une carence. Alors, parce qu'on connaît très bien les chiens guides d'aveugles, c'est un petit peu différent là. Oui, les chiens guides d'aveugles, alors moi je connais pas dans le détail, mais je crois savoir qu'ils ont quand même une éducation très particulière, parce que le but, c'est qu'ils aident une personne au quotidien, H24, et quand ils sont dans la rue, par exemple, hors de question d'aller renifler un croissant par terre. Ouais. Donc pour ça, ils ont une éducation particulière. Là, non, on est dans une éducation sur les animaux très cadrante aussi, parce qu'il faut avoir une confiance totale dans les animaux, mais c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes ambitions. Ouais. Alors l'adolescent ou l'adulte va adorer caresser un animal. Est-ce qu'en sens inverse, l'animal, est-ce que vous pouvez sentir la joie de l'animal? C'est une très bonne question, parce qu'en effet, il faut être super attentif à ce que l'animal prenne du plaisir. Donc par exemple, il existe chez les chiens des signaux qu'on appelle les signaux d'apaisement. C'est quand ils en ont marre de quelque chose. Alors ça dépend des chiens, mais la nôtre,
La chienne médiatrice principale, Norma, quand elle en a marre de faire quelque chose, ou quand elle est gênée, ou quand elle n'est pas à l'aise, ou quand elle ne sait pas trop ce qu'on lui demande, elle va bâiller. C'est pas forcément l'expression d'une immense lassitude, mais c'est l'expression d'un petit malaise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me demande? Où je me mets? Et peut-être, à un moment donné, d'une lassitude. Donc, si on la voit bâiller, on s'en inquiète et on se dit qu'est-ce qui se passe. On s'est toujours dit que si un animal était dans l'inconfort, on arrêterait l'activité. Et ça nous est arrivé de voir les petits cochons d'Inde, à un moment donné, devenir un peu speed. On s'est dit non, ils sont pas bien, ils ont rejoint leur cage et on a improvisé autre chose. Donc ça, sur le bonheur d'être, de faire l'activité, on y est attentive. La chienne, par exemple, souvent au club de lecture, elle se met sur le dos, les 4 pattes en l'air. Ça veut dire caressez-moi. Donc là, clairement, le mot d'ordre, il est là. Et donc cette activité, je le sais qu'elle apprécie énormément. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Handicap si on en parlait et que nous avons le plaisir de recevoir Géraldine, médiatrice à l'association Un chien à ma table. Alors peut-être, moi je l'ai lu sur le site, mais Un chien à ma table, c'est un clin d'œil, si j'ai bien compris, à un livre et à une écrivaine néo-zélandaise. C'est ça. C'est notamment un livre de Claudie Huizinga, qui est une écrivaine française, en fait très tournée vers la nature, qui vit dans la campagne, vraiment dans la forêt. Et ce livre-là, alors n'a pas de lien avec la médiation animale, mais le chien a son importance dans le livre, et c'est une écriture qu'on aime beaucoup. C'était en fait pour faire un pont, un clin d'œil avec le passé de la librairie, le passé du cinéma aussi pour Cécile et pour moi. Et pour aussi introduire l'idée que nous utilisons des outils culturels pour faire nos médiations animales. Donc on utilise beaucoup les livres, la caméra, l'image, on sollicite, on peut faire de la poésie. Voilà. Souvent les activités ne sont pas ce qu'on peut appeler de la médiation animale pure, mais s'y agrègent des outils culturels. Donc voilà, c'était un petit peu un clin d'œil, ce nom. Puis je pense que l'animal aime bien jouer. Ah oui, par principe. Alors ça dépend des animaux. Les cochons d'Inde aiment plus manger que jouer. Les poules, elles sont un peu tout terrain. Donc elles, ce qui va les motiver, c'est aussi la nourriture, mais elles peuvent aussi s'amuser. Et la chienne, oui, on est sur une chienne en effet qui est très très tournée vers le jeu. Donc ça, c'est parfait pour ce qu'on lui demande de faire, parce qu'on utilise beaucoup le jeu. En effet, avec elle. En médiation, et ce qui est super, c'est qu'elle, ça la détend, elle passe un bon moment, et les personnes aussi, ça permet de travailler notamment sous l'angle cognitif, sous l'angle moteur. Alors, vous êtes assez peu de médiatrice finalement. Est-ce que vous arrivez à répondre à tous les besoins? Pour l'instant, oui. Et après, on verra si l'association grandit du côté des médiateurs, des médiatrices. Pour l'instant, ça va. Ça reste une petite association qui intervient sur une échelle locale, Nantes et environ. Le plus loin où on est allé, je crois que c'est Clisson. Là, il y a un projet à Généton, mais je pense qu'on n'ira pas tellement plus loin, parce qu'après, il faut une structure plus conséquente pour assumer d'être encore plus nomade que ça. Et vos ateliers, très concrètement, il faut venir à Nantes à l'association, ou c'est vous qui venez sur place? Ouais, c'est nomade, c'est nous qui nous déplaçons. On n'a pas de local pour l'instant. On a fait une demande auprès de la mairie pour avoir un local, donc c'est en attente. Donc si la mairie nous écoute, n'hésitez pas. C'est ça, exactement. On est en train de finaliser le dossier. Donc en effet, on se déplace en structure. Donc ça peut être école primaire, collège, lycée, hôpital, EHPAD, foyer de vie pour personnes en situation de handicap ou pas, résidence autonomie. Voilà, c'est ce genre de structure. Après, il y a parfois, on fait des activités et des séances auprès de particuliers. Ce sont souvent des ados en grande difficulté qui sont déscolarisés, où les parents nous sollicitent pour essayer de travailler l'estime de soi. Ce sont des ados qui parfois sont carencés en termes d'estime de soi et de confiance en soi, donc on essaie de travailler ça. Et là, en effet, il y a cette difficulté de ne pas avoir de local. Ça nous fait cruellement défaut, donc là, les séances se passent plutôt en extérieur
ou chez l'ado. Donc, si on a un auditeur qui, mairie, collectivité locale ou autre, qui a un local, qu'il n'hésite pas. Oui, exactement. Alors, j'ai vu également, vous avez des ateliers qui s'appellent Qigong. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le Qigong, alors ça, c'est mené par Cécile qui en parlerait mieux que moi, mais on va dire c'est un art martial interne, chinois. On connaît plus le tai chi, où on voit les personnes faire des formes dans les jardins, des fois des formes d'animaux inspirées par les animaux. Et donc l'idée de cette pratique, c'est d'harmoniser un petit peu le corps et l'esprit. Et notamment, par exemple, c'est parfait pour les enfants qui pourraient être dyspraxiques, qui auraient des difficultés avec leur corps dans l'espace. Donc l'idée, c'est de bien respirer, de bien être ancré au sol, de faire attention aux autres aussi. C'est une pratique où on fait soit au milieu des autres, donc créer du lien et de l'écoute et de l'attention aux autres, découvrir pour les enfants une culture autre, la chinoise. Et ça résonne pas mal parce que les enfants aujourd'hui sont assez portés sur la culture asiatique, alors plutôt le Japon et la Corée, mais par exemple le yin et le yang, ils ont vu ça dans des mangas, donc ça permet de retravailler ça. La chienne a sa place, la chienne est un des angles de travail au sein du Qigong. Alors, est-ce que l'adolescent va créer un lien d'affection avec tel chien, telle poule et demande que ce soit toujours le même animal ? Alors souvent, en effet, alors là, à l'heure actuelle, il n'y a qu'une chienne médiatrice dans l'assaut, donc ce sera toujours avec elle. La chienne est très demandée, en effet. Je pense qu'il y a un phénomène de reconnaissance. Les personnes... c'est un animal quand même très commun. Donc on ne pensait pas, nous, qu'un animal si commun serait très demandé, mais oui. Mais je pense qu'on peut quand même créer une relation plus vaste, avec plus de relief, avec un chien qu'avec d'autres animaux, notamment les poules et les cochons d'Inde, où on peut avoir une relation affective, physique et d'humour avec ces animaux-là. Mais la relation quand même se crée de façon plus profonde avec le chien. Donc la chienne est très demandée en effet. Et on a la chance d'avoir une chienne démonstrative qui adore les gens, qui leur fait des bisous à tout va et du coup qui accepte la relation, qui accepte la réciprocité. Et je pense qu'elle reconnaît très bien à chaque fois la personne. Oui, elle reconnaît. Oui, elle reconnaît. Elle reconnaît et elle sait ce qu'on attend d'elle. Si on attend qu'elle soit calme, si on l'autorise à jouer, elle sait ce qu'on attend d'elle. Ouais. Est-ce que c'est une race particulière ou parce que par exemple, les chiens guides d'aveugles, c'est souvent des labradors et... Elle est croisée, c'est plein de races en elle. Et elle vient d'un refuge, mais on a eu cette chance que elle est née dans une sorte de famille d'accueil avec 20-25 chiens. Elle est née là, et elle avait sa mère, elle avait ses 6 ou 7 frères et sœurs, donc elle a été, ce qu'on appelle en langage canin, très bien codée. Ouais. La mère lui a transmis les choses, les frères et sœurs, les autres chiens. Donc du coup, dans la relation aux autres animaux, aux chiens et aux humains, elle est équilibrée. Donc on a eu cette chance-là, une chienne de refuge, mais qui pour autant n'a pas les traumas que traînent parfois les chiens de refuge quand ils ont eu des histoires malheureuses précédemment. C'était pas son cas, elle est née là. Et donc elle a été adoptée à 3 mois et quelques, donc ça permet vraiment de l'éduquer tel qu'on le souhaite, donc on a eu cette chance. Donc finalement on peut dire que vous avez accueilli cette chienne, qu'elle vous rend un peu le bonheur que vous lui avez donné. Ouais, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. C'est sûr qu'elle nous rend de fief et service, franchement on la trouve exceptionnelle dans l'exercice, on est vraiment contente. Alors vous parlez de signaux d'apaisement là, c'est dans les deux sens finalement les signaux d'apaisement. Oui, c'est-à-dire par rapport aux personnes. C'est au niveau des personnes et au niveau de l'animal. Oui, exactement. C'est vrai que parfois on peut voir des personnes qui peuvent être soit un peu indifférentes à l'animal, soit un peu apeurées. Et il faut faire très attention à ça. Et vous avez raison de venir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de notre travail qui est lié à l'observation et du coup à l'improvisation. Il faut observer. On écrit une séance. La séance, on sait exactement où elle va, on a un conducteur, mais il faut observer les personnes et si elles réagissent plus ou moins bien, si elles apprécient telle chose, on y va, on accentue. Si on voit qu'elles ont une réserve sur telle activité, on arrête. Donc c'est parce que le bénéfice doit aller auprès de la personne. On est missionné
pour amener du bien-être, du mieux-être à la personne. Donc en effet, l'observation, c'est une qualité qu'il faut avoir pour faire ce métier, et aussi l'improvisation. Parce qu'on est avec du vivant, que ce soit les animaux médiateurs, les bénéficiaires ou nous. C'est ce qu'on appelle une relation triadique, et c'est que du vivant de partout, donc que des réactions affectives, émotionnelles. Donc il faut y faire attention à tout ça. Alors pour montrer vraiment l'apaisement, l'affection que peut donner un chien, pour avoir connu, m'intéressant au football, un peu Emiliano Sala, j'ai lu récemment que sa maman avait pu faire revenir la chienne Labrador de son fils en Argentine, et que pour elle c'était une grande satisfaction de voir la chienne de son fils vivre avec elle. C'est un peu le prolongement de son fils en fait. C'est ça. Ouais. Alors j'ai vu que vous avez depuis peu l'agrément PECRAM. Alors oui. Qu'est-ce que c'est l'agrément PECRAM ? Alors l'agrément PECRAM, c'est un programme en fait qu'on a suivi et qu'on a validé, qui est un programme de prévention de morsures auprès des personnes, mais surtout auprès des enfants. Parce que j'ai plus la statistique en tête, mais la plupart des morsures ont lieu à la maison, par le chien de la maison. Ah oui. Alors, et non à l'extérieur. Voilà, et non à l'extérieur. Et c'est toutes les races. Et notamment les labradors, par exemple, où on n'imaginerait pas. Ah oui. C'est toutes les races. Donc en fait, c'est surtout lié à une mauvaise connexion à un moment donné entre l'enfant, si on parle des enfants, et le chien. Une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension des choses. Alors, de façon caricaturale, un enfant qui tire la queue d'un chien, par exemple, ça peut amener une morsure. Après, ça peut être moins caricatural que ça. Ça peut être un chien agressif pour telle ou telle raison, mais après, il faut savoir comment se comporter. Si on court, si on crie, le chien va penser que soit on est un prédateur, soit on a envie de jouer, il va en rajouter. Et du coup, ça peut monter en pression. On explique qu'il faut faire l'arbre, par exemple, ou la pierre. Il faut se mettre debout, mettre les mains sur le torse, ne pas avoir les mains qui... Rester calme, ne pas crier. Voilà. Après, c'est évidemment difficile à faire, donc il faut s'exercer. Donc ça, c'est un programme qu'on peut développer auprès des enfants. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Géraldine, on arrive en fin d'émission et bravo pour le travail remarquable que vous faites. Et donc n'hésitez pas à regarder le site si vous vous sentez une âme de médiateur par rapport aux animaux. À bientôt et toujours fidèle. Merci.